Cela fait plus d'un siècle que les Français se battent pour la liberté de la presse, pour la liberté de réunion, pour la liberté d'association. Créer une association sportive, une association culturelle, une association de caractère spirituel, ça nous regarde. La parole aux assos. Et nous avons le plaisir de recevoir en studio sur Quartier des Ondes Céline Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Tu es directrice éditoriale de Pantera, une maison d'édition située dans le quartier du Blône. J'anime cette interview avec Alan Barraud, bonjour. Bonjour. Et Aurélia Thomas au micro. On t'avait reçu il y a plusieurs mois pour la sortie de votre premier livre, L'âme des grappes bleues. Vous sortez le 3 novembre. À contre-marée, le deuxième titre de votre collection de reportages dessinés. Cet opus porte sur une pêcheuse, une algocultrice, très dur à dire en radio, en Bretagne. Mais alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est une algocultrice ? Une algocultrice, c'est quelqu'un qui cultive les algues. Et là, pour le coup, Scarlett, elle les cuisine aussi. Donc après, elle fait des tartares, des plats préparés, ce genre de choses. Un reportage dessiné, écrit par Manon Célie et illustré par Lauriane Miara. Dis donc, l'histoire, elle reprend une histoire vraie, celle donc de Scarlett Lecor. Est-ce que tu peux nous décrire, nous expliquer qui est Scarlett ? Alors Scarlett, c'est l'une des premières pêcheuses en France, voire la première pêcheuse en France. Donc elle a beaucoup bataillé pour avoir son bateau, pour être diplômée et pour partir seule en mer. Elle a dû affronter ce milieu qui n'est pas forcément évident, qui est très masculin et dont les conditions de travail sont très difficiles. Donc Scarlett, c'est une battante. Et puis, elle a réussi à s'affirmer de façon assez forte dans son milieu, donc dans le milieu de la pêche. Et après, elle s'est même fait porte-parole des pêcheurs, donc notamment dans les années 90, quand il y a eu une chute des cours des produits de la pêche. Voilà, elle s'est faite porte-parole de tout ce milieu de la pêche qui du coup n'arrivait plus à vivre à cause des cours trop faibles. Donc on raconte comment comment elle a pris part à tous ces événements historiques et ensuite on raconte comment elle en est venue finalement à être algocultrice parce qu'en fait c'est venu dans une deuxième partie de sa vie. Donc on raconte pourquoi et puis tout son rapport aux algues et en fait tout l'intérêt des algues, de manger des algues, de cultiver des algues. Donc elle a un peu deux pans dans son parcours professionnel qu'on raconte. Oui, parce c'est devenu du coup vraiment une figure incontournable du matrimoine maritime. Comme tu disais, c'était une des premières pêcheuses. Elle a monté sa propre entreprise. Elle est vraiment sa propre patronne. Et à l'époque, la culture d'algues, c'était pas forcément répandu. C'était encore un peu, compliqué, enfin pas trop connu. Oui, c'était pas connu, c'était pas trop exploité en fait en France, contrairement au Japon par exemple. Mais en fait en France et notamment en Bretagne et au Finistère Sud, il y a une quantité vraiment très grande d'espèces d'algues. Donc en fait, elle en a vraiment tiré parti. Donc elle les ramasse principalement sur la plage, mais elle cultive aussi en mer le wakame parce que c'est une algue qui a énormément de vertus et de propriétés. Donc voilà. Oui, elle pratique une pêche artisanale, côtière et raisonnée. Et ça aussi, c'était une précurseur de cette notion déjà de pêche côtière et raisonnée. C'est pas de l'élevage, en fait. Oui, non, pas du tout. Et puis d'ailleurs, elle continue à faire de la pêche comme ça. Et donc, elle se retrouve souvent coincée au milieu de gros bateaux qui, eux, vont faire de la pêche en pleine mer, comme ils disent. Et là, qui drainent vraiment un peu plus les fonds marins, quoi. Donc, elle pêche de façon raisonnée, quoi. Donc, elle se lève le matin, elle y va. Et puis, elle revient le midi, elle va sur les marchés et elle vend les poissons qu'elle vient de pêcher. Voilà. Elle a une vie absolument exceptionnelle, comme on le dit. Donc, elle devient algocultrice dans les années 90, quand les prix des produits de la mer chutent, comme tu disais. Elle va donc cultiver du wakame au large de Guilvinec. Elle va cueillir des algues de rive sauvages sur le littoral. Elle crée un atelier de transformation avec les algues, propose des ateliers de cuisine avec les algues. Est-ce que ça aussi, c'était complètement méconnu, le fait de cuisiner des algues ? Alors je sais pas trop dans quelle mesure les gens connaissent ou pas le fait de cuisiner des algues, mais en tout cas, nous, à titre personnel, on le connaissait pas forcément, à part au Japon. Enfin, on savait que là-bas, ça se faisait beaucoup, mais en France, pas spécialement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a vraiment développé ça dans le Finistère et que, en fait, souvent, quand on va dans des restos à côté du Guilvinec, en fait, les restaurateurs cuisinent les algues
algues, et ce sont les algues de Scarlett. Donc c'était assez intéressant. Et puis d'assister à un de ces cours de cuisine, c'est vraiment chouette parce qu'elle détaille vraiment toutes les propriétés de chaque algue et comment les cuisiner, comment les associer avec d'autres produits. Donc c'est vraiment une découverte culinaire et aussi pleine de savoir. Et c'est spécialement en Bretagne parce que, par exemple, moi je viens du sud de la France, c'est vrai que j'ai jamais vu sur les marchés des ventes d'algues, enfin je pense pas, alors qu'en Bretagne, c'est vrai que ça m'arrive plusieurs fois de voir des ventes d'algues qui se font sur les marchés. Est-ce que c'est quelque chose de principalement, je sais pas, le littoral breton, quoi? Alors le littoral breton, du coup, a beaucoup d'espèces d'algues, contrairement au reste de la France. Donc vu qu'il est très riche, les pêcheurs, algoculteurs, donc l'algocultrice en tirent parti. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'on en trouve plus. Après, Scarlett, sur les marchés, elle vend davantage de poissons. Elle vend pas tant d'algues que ça. En fait, elle récupère surtout les algues dans son atelier pour après les transformer en tartare ou en soupe ou en petites paillettes, les faire sécher, etc. Et après, c'est ces produits-là qu'elle vend. En fait, sur le marché, je crois qu'elle vend principalement du poisson, au final. Et est-ce que, si on se fait un petit point restaurant, t'as un nom des restaurants, par exemple, quelques noms de restaurants qui utilisent ces algues? Question un peu compliquée. Oui. Ah ouais, alors là, j'en ai pas spécialement. Je sais que, alors, elle travaille avec beaucoup de restaurants et même parfois à l'international. On lui en commande. Après, j'ai pas les noms. En tout cas, je sais que quand on était allé, On veut des noms. Ouais, C'est fou, c'est une vraie réussite. J'aurais dû m'en douter. Je sais qu'au Guilvinec, nous, on était allé dans un resto pour le coup sur le port qui cuisinait ces algues. Mais malheureusement, j'ai plus le nom en tête. En tout cas, on voit qu'elle a, avec sa manière de produire, de faire, qu'elle a un engagement pour préserver le patrimoine maritime, les côtes, l'environnement. Et les vagues évoquent beaucoup de choses aussi pour les Bretons. Et la BD Les Algues Vertes, suivie de la fiction sonore et du film, avait beaucoup résonné ici en Bretagne. Et est-ce que à Contre-marée, ça rejoint d'une certaine façon ces mêmes sujets? Et est-ce que ça montre aussi les bienfaits des algues, une façon de promouvoir les algues? Ouais, alors du coup, pas du tout. En fait, on parle vraiment pas des algues vertes. Elles sont évoquées à un endroit du livre, mais en fait, Scarlett, elle s'étend pas vraiment sur le sujet. En fait, je pense que le sujet des algues vertes, qui est un vrai sujet écologique, en fait, porte aussi préjudice aux personnes qui cultivent les algues et qui traitent les algues. Et donc, c'est pour ça que publiquement, elle traite pas forcément le sujet parce qu'elle veut pas qu'il y ait d'amalgame. Mais après, les algues vertes sont un vrai sujet. C'est juste qu'ici, dans ce titre-là, on le traite pas. En tout cas, on ne traite pas de cette façon. On a plus axé sur le bienfait de toutes les autres algues. Et puis, au final, les algues vertes, en soi, elles sont pas mauvaises. En fait, le problème, c'est qu'elles pullulent à cause de toutes les nappes phréatiques qui, malheureusement, sont polluées aujourd'hui en Bretagne. Alors, pour revenir aussi sur la narration, c'est un livre d'aventure. La BD prend la forme d'un carnet de bord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi elle a fait ce choix-là ? Alors tout simplement parce que Manon Célie, qui est l'autrice, elle s'est rendue pendant une semaine à peu près auprès de Scarlett et elle l'a suivie en fait pendant une semaine dans toutes ses activités qui sont très riches. Trop bien, on aimerait tous passer diverses. Une semaine avec Scarlett. Voilà, c'est très intense. Et donc en fait, elle a décidé de tout simplement traiter le livre de façon chronologique parce que c'était beaucoup plus simple de faire comme ça et ça permettait aussi de traduire la relation qu'elle avait eue avec Scarlett et comment cette relation avait pu évoluer au fil des jours. La façon dont elle avait essayé un peu de casser la coquille de Scarlett, de casser cette coquille un peu femme publique au fort caractère. Et en fait, le faire de façon chronologique, ça permettait de traiter aussi ce côté-là. Est-ce que l'illustratrice, elle a eu la chance aussi de monter à bord Alors, elle n'est pas montée à bord du bateau, mais en fait, après le reportage de Manon, donc, qui est allée sur place pendant une semaine, nous, on y est retournées toutes les quatre, donc avec Manon, l'autrice, Lauriane, l'illustratrice, et Marianne Célie, donc co-éditrice. On y allait toutes les quatre, et donc pendant 3 jours, on est resté au Guilvinec, on était avec Scarlett, on s'est baladé dans le coin, on a fait l'atelier d'algues, et ça a permis à Lauriane aussi de s'inspirer un peu des paysages bretons, de faire des croquis, etc. Et puis surtout de rencontrer Scarlett pour après mieux la dessiner. Voilà. Et quel lien elles ont tissé finalement, Manon Manon surtout avec Scarlett Alors, c'était un lien, au final, qui est pas... ça s'est passé sur une semaine, même si elles ont été en contact depuis. Elles n'ont pas tissé une énorme relation. Quel âge elle a, Scarlett, aujourd'hui, juste pour qu'on puisse un peu aussi se projeter Alors, Scarlett, je crois qu'elle est...
pas loin de 70 ans, parce qu'elle elle devrait déjà être à la retraite depuis des années. D'accord. Mais elle ne l'est pas passionnée. Mais elle ne les fait pas du tout. Elle est tellement hyper active et pleine d'entrain et toujours à faire 36 000 choses qu'on ne lui donne pas du tout son âge. Et du coup, voilà. Mais je pense que Manon a réussi à finalement instaurer une relation de confiance, en tout cas, avec Scarlett. Et c'est ça qu'on a apprécié dans son écriture, c'est qu'à la fin, on a l'impression d'entrer un peu plus dans l'intimité de Scarlett et voilà, d'entrevoir un peu la personne derrière ce phénomène un peu. Ça n'a pas dû être facile pour Manon de suivre le rythme de Scarlett, parce que j'avais vu je sais pas si ça se passait encore justement de la même manière, mais dans un reportage qui datait un peu, elle se levait aux aurores, elle partait sur son bateau, ensuite directement c'était la vente, et après c'était l'atelier pour transformer, et en fait ça s'arrêtait jamais, il y a les ateliers aussi d'initiation, donc c'est ça. C'est un rythme effréné. Oui, c'est un rythme effréné. D'ailleurs, on se demande toutes comment elle arrive à tenir, mais je pense que voilà, elle a besoin de ça aussi. Et elle est connue pour ça d'ailleurs. Et puis dans le coin, en fait, elle est connue absolument de partout parce qu'elle est sur tous les fronts en même temps. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable de voir autant d'énergie dans une personne. Et oui, Manon, ça l'a assez impressionnée. Ouais. Et c'est pour ça que, comment elle a rencontré Scarlett ? Pourquoi elle a choisi cette figure féminine plus qu'une autre ? Alors, pour son parcours, déjà pour être l'une des premières femmes à être pêcheuse, et puis aussi pour tout le rôle qu'elle a joué historiquement, donc notamment quand il y a eu les manifestations dans les années 90. En fait, il y avait un parcours qui était tellement riche, et en fait, sa personnalité, elle est tellement connue en Bretagne, qu'en fait, tout ça faisait un sujet parfait pour faire ce reportage dessiné. Vous, en tant que maison d'édition, c'est important de suivre, de rencontrer Scarlett, d'accompagner vraiment vos autrices, illustratrices avec elle pour vraiment incarner le projet. Oui, particulièrement dans cette collection, même si on est souvent très attaché au collectif dans nos livres, on aime bien que tout le monde se rencontre, voilà, on aime bien qu'on se parle beaucoup. Mais là, c'est particulièrement vrai, c'est du reportage et le lien humain l'humain est tellement important dans cette collection que déjà, c'est important qu'il y ait du lien entre les différents acteurs du projet. Et en fait, nous, on accompagne vraiment l'autrice et l'illustratrice dans tout ce qui est rédaction, illustration. On est vraiment là pour les accompagner, les aider, leur donner des pistes, etc. Donc en fait, c'est vraiment une collection qui se fait à plusieurs mains. Donc oui, pour nous, c'est important. Et puis aussi pour que là où le professionnel dont on parle, on n'ait pas l'impression que nous, on les utilise aussi juste pour faire ce livre-là. On veut vraiment leur parler et leur dire pourquoi nous aussi, en tant qu'éditrice, même si on n'écrit pas ou on dessine pas, leur parcours nous semble hyper important. Et pouvoir faire des interviews à la radio. Exactement. Ouais. Voilà. Par rapport au reportage dessiné, donc par rapport au dessin, donc c'est dessiné à l'aquarelle. Ça révèle la beauté des paysages bretons. C'est un livre d'amour pour les paysages bretons. Comment tu pourrais décrire le type d'illustration, le type de technique de dessin ? En fait, ce qui est drôle, c'est que Lauriane, elle vient pas du tout de Bretagne. Okay. Elle vient des montagnes, vers Chambéry. Ah oui. Donc en fait, c'est les grands éléments quand même. On s'aime bien entre Bretons et montagnards, je trouve. Il y a un lien particulier. En fait, nous, on avait repéré son travail parce qu'on aimait énormément sa façon de dessiner les montagnes, comment elle représentait, ces énormes masses rocheuses, et en même temps, elle a tout un travail sur la lumière, sur les couleurs, qui est assez épuré, et en même temps qui fait ressortir des petits détails. On aimait beaucoup et on l'a contacté pour ça, en fait, pour sa façon de dessiner la nature. Mais on lui a dit, nous, on aimerait que tu illustres la mer, donc qu'est-ce que tu en penses ? Et en fait, elle a vu ça un peu comme un challenge. En plus, entre-temps, elle a fait tout un périple en mer du Nord. Donc, en fait, elle s'est un peu fait la main sur le fait de dessiner la mer. Et quand elle est arrivée au Guilvinec, c'est pour ça aussi que c'était important qu'elle vienne au Guilvinec, parce que sinon, il fallait qu'elle s'inspire du paysage, quoi. Et en fait, elle a été très, très inspirée par les couleurs, par la roche, par la lumière, les différences de tons aux différents instants de la journée. Et en fait, quand on a vu le résultat de ces planches, on avait l'impression d'y être. Et en fait, on n'aurait pas dit qu'elle venait pas de Bretagne. Vraiment, tout ce que nous, on ressent quand on regarde les paysages bretons, on trouvait que c'était là. Et puis, c'était plein d'émotions, c'est assez sensible. Et puis, c'est vrai que l'aquarelle a ce truc très, très sensible, parfois
souvent un peu vaporeux aussi, qu'on peut retrouver dans les algues ou même dans l'eau de la mer. Et non, des fois, elle a utilisé des couleurs qui sont magnifiques et qui évoquent vraiment bien la Bretagne. Donc, elle est validée par les Bretons et les Bretonnes. Franchement, pour tous ceux qui ont vu, tout le monde a validé. Quand on en discutait un petit peu en off tout à l'heure, parce que tu as ramené le livre, il y a une double page sur l'aube, enfin il fait nuit sur la mer là, qui est vraiment impressionnante. Et effectivement, il y a ce côté un peu brumeux et les lumières sont vraiment très belles. Je vous conseille d'acheter le livre. Absolument. Et en quoi, on arrive déjà un peu vers la fin de cette émission, mais en quoi on a repris vos mots. En quoi cette œuvre éclaire les phénomènes contemporains de cette société? Alors ça, c'est ce qu'on utilise pour décrire cette collection. Donc en fait, la toute base de cette collection, c'était justement de choisir des professionnels qui revisitaient un métier traditionnellement ancré dans notre culture. Donc le titre d'avant, c'était sur une vigneronne, mais de vin naturel. Là, c'est sur une pêcheuse, mais qui est aussi algocultrice. Et en fait, voilà, tous les titres vont revenir un peu comme ça sur un métier qu'on croit connaître ou qu'on connaît depuis des lustres. Mais en fait, ces personnes-là ont choisi de le revisiter pour différentes raisons, mais souvent pour des raisons écologiques, sociales, pour plus coller un peu à notre société et à ce qu'elles ont envie d'en faire, en fait. Donc, ce qui était intéressant avec la vigneronne de vin nature, c'est que voilà, elle avait envie de revenir un peu aux origines du vin, casser un peu avec ce vin conventionnel qui était plein d'intrants chimiques. Et ce qui était hyper intéressant dans le parcours de Scarlett, c'est que déjà que c'est une femme qui s'est imposée dans un milieu masculin. Voilà, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est toujours important, je trouve, d'avoir des exemples. Et puis en plus, voilà, elle cultive les algues. Donc là aussi, c'est une alternative, on va dire, à notre nourriture très très carnée, pleine de protéines. Et en fait, c'est une façon de montrer aussi qu'il y a des alternatives qui sont possibles. Et ces personnes-là qu'on veut mettre en lumière, elles l'illustrent. Donc pour nous, c'était intéressant aussi. C'est un peu un message d'espoir, si on peut dire ça comme ça. Oh, c'est beau, on va pouvoir terminer sur ça. Mais c'est vrai que c'est grâce aux modèles qu'on peut lire à travers l'art, la musique, les films, qu'on arrive nous-mêmes à prendre confiance en nous, et ça peut inspirer peut-être des femmes à devenir pêcheuses ou à cultiver elles-mêmes les algues. Pour finir, on rappelle que la sortie en librairie, que la sortie de ce livre, de cette BD, sera dans toutes les librairies de France et même de plusieurs pays autour, c'est ça? Quel pays? En Belgique, en Suisse, au Canada et dans des librairies francophones. Waouh! À l'étranger. Ça va être partout, quoi. Ouais, partout. Ce sera à partir du 3 novembre. Est-ce qu'il y aura des temps de dédicaces qui sont prévus? Oui, alors ça va pas être en novembre, mais en fait, on va participer au mois du livre en Bretagne. Enfin, ça va s'inscrire là-dedans. Et du coup, pendant ce mois-là, on va aller dans différentes librairies en Bretagne. Donc, on sera forcément au Guilvinec, mais on va aussi faire des choses à Rennes, notamment avec la librairie La Rencontre. Et on sera aussi à Rue des Livres. Donc voilà, en fait, pendant à peu près une semaine, on va bouger un peu comme ça en Bretagne. On va organiser des moments de rencontre avec Scarlett quand elle sera disponible, parce qu'elle est très occupée, mais également avec Manon et Lauriane. Voilà, organiser des... Est-ce que j'imagine qu'elle a lu déjà la BD. Oui. Est-ce que vous avez fait un retour quel retour elle vous a fait, si on peut savoir? Alors, c'était des bons retours. Au début, on ne savait pas trop comment elle allait recevoir le livre, ce qui est toujours un peu... C'est toujours spécial, quand même. Le stress, on fait un livre sur elle, quoi. Et surtout que Manon n'a pas mâché ses mots, parfois. Donc, voilà, elle a vraiment fait part de ses ressentis, en fait, par rapport à Scarlett. Donc, Scarlett a un tempérament assez fort, qui a parfois pu décontenancer l'autrice. Et donc, elle en fait part, et c'était un peu notre inquiétude, si on peut dire ça comme ça. Et en fait, Scarlett, elle a été vraiment très enjouée du livre. Elle a justement dit que son portrait était très juste et que ça lui correspondait. Et les proches de Scarlett l'ont vu aussi et ont dit la même chose. Donc, c'est la plus belle chose qu'on peut dire. Oui, c'est la plus belle chose qu'on peut dire. Une grande fierté, du coup, autour de cette réalisation de cette œuvre. Pour terminer encore, ça fait plusieurs fois que je dis ça, mais on va vraiment terminer. Si jamais on veut vous proposer un projet, vous rencontrer, comment on fait? Où est-ce qu'on vous contacte? On nous écrit, on a notre adresse qui est sur notre site internet, donc c'est contact@editionpantera.com. Et voilà, on répond. Et vous répondez à chaque fois. Oui.
Merci beaucoup, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à notre invitée Céline Lefebvre. Courez en librairie à partir du 3 novembre pour devenir des spécialistes des algues bretonnes et nous donner le goût de l'aventure en pleine mer, évidemment. On vous souhaite un très bon week-end, semaine, profitez des derniers rayons chauds. C'était Aurélia au micro et à la technique. Merci beaucoup Alan. À bientôt sur Quartier des Ondes. À bientôt. Are you the one who's on the radio station? Quartier des Ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro?